Bonjour à tous. Donc, comme souvent, vous êtes très nombreux à participer à ce webinaire Égérie, dédié justement au sujet d'actualité qui est les enjeux et les obligations de la nouvelle directive NIS 2. Donc, tout d'abord, merci pour votre participation et pour votre intérêt à ce webinaire, à ce sujet et à Égérie. Bonjour à ceux qui se sont connectés entre-temps. Donc encore une fois, je vous remercie pour la participation à ce webinaire, à l'intérêt que vous portez à ce sujet de l'analyse et le pilotage du risque cyber, et particulièrement au sujet du jour qui est les enjeux et les obligations de la nouvelle directive NIS 2. Donc on va démarrer ce webinaire. Donc peut-être petit préambule, en termes de questions, vous avez la possibilité de poser vos questions durant tout le webinaire. On y répondra à la fin du webinaire. Il y a une session de 15 minutes de questions-réponses prévue à cet effet. Et donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via la rubrique questions dans l'interface GoToWebinar. Et on y répondra évidemment en fin de présentation. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bénédicte Schuit, je suis la directrice des affaires publiques et internationales chez Égérie. J'ai rejoint Égérie il y a 1 mois et précédemment, je travaillais à l'ANSSI au sein de la division en charge des affaires internationales. Merci Bénédicte. Et de mon côté, Simon Amiot, je suis ingénieur cybersécurité, responsable de la partie avant-vente et intégration chez Égérie. Et j'aurai également le plaisir d'animer une partie de ce webinaire avec Bénédicte. Et nous sommes accompagnés de notre personne de l'ombre. Oui. Donc, bonjour, je suis Ophélia Parvé, je suis responsable marketing digital et opérationnel chez Égérie. Donc, je vous propose de commencer ce webinaire avec le planning. Alors, très bien, l'agenda. Tout d'abord, une présentation assez sommaire d'Égérie. Ensuite, on va vous présenter le contexte et le champ d'application de la directive NIS 2. Ensuite, on va se concentrer sur la partie qui nous intéresse en prioritaire chez Égérie, qui est l'analyse et le pilotage du risque cyber. Qu'est-ce qui est en jeu au sein de la directive NIS 2? Une partie sur les sanctions et la supervision. Enfin, l'entrée en vigueur et l'applicabilité du texte. Et le dernier point qui sera de répondre à vos questions et réponses. Alors, peut-être pour présenter Égérie en quelques mots. Donc, Égérie, nous sommes éditeurs logiciels donc depuis déjà un certain temps. Nos fondateurs, notamment, ont plus de 20 ans d'expertise dans la cybersécurité au travers de diverses expériences chez des cabinets de conseil sur la partie gestion des risques, analyse de risques. Que peut-on dire également sur Égérie en termes de clients? Aujourd'hui, on est sur une base de plus de 300 clients, principalement des grands comptes, des industriels de défense, des assurances, des banques, donc vraiment multisecteurs, mais également des comptes un petit peu plus petits, que ce soit dans la santé, dans les collectivités, etc. On a également, en termes d'utilisateurs, 400 consultants et experts certifiés sur nos solutions. Donc notamment au travers de nos partenaires qui sont principalement des cabinets de conseil donc qui forment leurs consultants, et donc c'est également ce réseau de partenaires qui travaillent sur l'intégration de la solution chez nos clients. Donc évidemment, on s'appuie beaucoup sur ce réseau-là, qui est d'ailleurs peut-être présent ici dans ce webinaire. On a également, alors ça c'est un point important en termes de visibilité. On a 3 mentions, on a eu 3 mentions Gartner jusqu'à présent, donc 2 en 2019 et encore une en 2022, donc la dernière en date sur une technologie émergente sur la partie Integrated Risk Management. On a également différents awards et une labellisation EBIOS-CRM. Donc ça, c'est évidemment un point également important, labellisation de l'ANSSI. Et peut-être pour finir sur la grosse actualité notre grosse actualité de 2023, nous avons fait une levée de fonds de 30 millions en début d'année, qui a été officialisée en début d'année. Donc voilà, peut-être pour la présentation d'Égérie sur les points les plus importants. On va rentrer maintenant directement dans le vif du sujet, donc sur la directive NIS 2. Tout d'abord, un petit rappel sur l'objectif général du texte. Donc l'objectif, c'est de fixer des règles minimales de sécurité au travers d'un cadre réglementaire afin d'harmoniser des normes de sécurité dans les différents États membres et renforcer également les mécanismes de coopération entre les États membres via notamment l'instauration du réseau Cyclone. Donc, en synthèse, il s'agit de moderniser et de renforcer NIS 1
pour répondre de façon plus efficace aux défis actuels et émergents liés à la cybersécurité. Donc, si on regarde maintenant les secteurs qui vont être concernés. Donc, auparavant, dans NIS 1, les mesures se focalisaient sur les secteurs des télécommunications, de l'alimentation, du transport, de la santé, de l'énergie, du traitement des eaux et des services financiers. NIS 2 élargit le nombre de secteurs qui est concerné et distingue, comme vous pouvez le voir sur le tableau, les secteurs hautement critiques et les autres secteurs critiques. Donc, parmi les secteurs hautement critiques, on va retrouver l'énergie, les transports, le secteur bancaire, les infrastructures de marché financier, les santé, l'eau publique, l'eau potable, les eaux usées, les infrastructures numériques, la gestion des services TIC, l'administration publique et l'espace. Dans les autres secteurs qui vont être concernés, on va trouver les services postaux et d'expédition, la gestion des déchets, la fabrication, production et distribution de produits chimiques, la production, transformation et distribution de denrées alimentaires, la fabrication de différents outils, dispositifs médicaux, produits informatiques, électroniques, construction automobile, les fournisseurs numériques et la recherche. La directive ne s'applique pas aux entités exerçant des activités dans le domaine de la défense ou de la sécurité nationale, la sécurité publique et le maintien de l'ordre. Le pouvoir judiciaire, les parlements et les banques centrales sont également exclus du champ d'application de la directive. Chose importante à retenir, la directive NIS 1 laissait auparavant les États membres décider quelle catégorie entrait dans son champ d'application. NIS 2 supprime cette directive. Cette possibilité, pardon. Alors, selon la directive NIS 2, toute organisation de moyenne ou grande taille appartenant au secteur listé que l'on vient de lister sera soumise aux dispositions de la directive. Est considérée comme une entreprise de taille moyenne ou de grande taille, toute entreprise dont le nombre de salariés est supérieur à 50 et le chiffre d'affaires supérieur ou égal à 10 millions d'euros. Ces chiffres, vous ne les trouverez pas directement dans le texte de la directive, mais la directive fait référence à la recommandation 2003-36-361/CE et c'est cette recommandation qui nous donne les chiffres que je viens de vous citer. Par ailleurs, la directive distingue les entités définies comme essentielles et celles qui sont définies comme étant importantes. Donc, les entités essentielles, ce sont les opérateurs des noms de domaine, les fournisseurs de cloud, les administrations publiques, les organismes de gestion des eaux, par exemple. Celles qui sont qualifiées d'importantes, ça sera les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les services postaux. Donc, la première catégorie, les entités essentielles, seront soumises à des obligations renforcées par rapport à la deuxième catégorie. Globalement, ce que l'on peut prédire par rapport à ce champ d'application qui va être considérablement élargi, c'est au moins le fait que les entités qui vont être concernées par le champ d'application de NIS 2 par rapport à NIS 1 va être doublé, avec une estimation pour la France de 12 000 à 15 000 entités à peu près. 20% seront, selon nos estimations, des entités essentielles et 80% seront des entités importantes. Et ben maintenant, on va parler analyse de risque parce que effectivement, ces chiffres donnent le tournis en termes de nombre d'entreprises impliquées et impactées par cette nouvelle version de la directive NIS. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Que va-t-il se passer? Alors, notamment pour la partie qui nous intéresse chez Géry, hein, la gestion de risque. Concrètement, pour la première fois, la directive NIS impose aux entités de prendre des mesures techniques, opérationnelles, organisationnelles pour gérer les risques qui menacent la sécurité de ces systèmes d'information. Et justement, on va y venir sur la notion de système d'information parce qu'on verra également qu'elle va être importante dans cette directive. Donc, le premier point, c'est la définition par ces fameuses entreprises, donc les deux, hein, que ce soit les entreprises essentielles ou les entreprises importantes, d'avoir une politique d'analyse de risque. Donc, ça va être évidemment le premier point, la première obligation. La deuxième va être l'approbation par les organes de direction, donc ce qu'on peut voir dans des processus d'homologation notamment. Donc, une approbation des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. Donc, une politique d'analyse de risque, une validation par le management et les organes de direction des entreprises. Et troisième point, et non des moindres, la mise en place de formations
Alors, non pas de formation pour la cybersécurité, hein, mais la mise en place de formations pour déterminer et évaluer les pratiques de gestion de risque. Donc, pour déterminer les risques et évaluer les pratiques de gestion de risque. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ne parle pas de mise en place de formation de cybersécurité au sens large. On parle vraiment de mise en place de formation liée à le pilotage, l'analyse de risque et également, évidemment, leur gestion, donc tout ce qui est plan d'action, etc. Donc, finalement, pourquoi ce focus sur l'analyse de risque, hein? Évidemment, parce que nous sommes éditeurs sur la partie gestion, pilotage des cyber-risques, mais on voit que finalement, dans cette nouvelle directive, la notion de risque est extrêmement importante. Donc, on va avoir effectivement ces différents points qui seront adressés désormais dans les entreprises. En tout cas, il y aura des obligations de réaliser des analyses de risque, de valider ces analyses de risque, de définir des plans de traitement et ensuite de faire de la formation en continu sur ces sujets de pilotage du risque cyber. Et un point qui est très important, je vous avais dit que j'y reviendrai sur la notion de système d'information, c'est qu'il est à noter que dans NIS 1, on définissait des périmètres de systèmes d'information essentiels. Donc concrètement, dans une entreprise, on définissait quelques systèmes d'information essentiels sur lesquels on avait des obligations de justement gérer. Les obligations de NIS 1 portaient principalement sur ces systèmes d'information essentiels. Ici, NIS 2 étend le périmètre aux SI en général, à tous les SI, et non seulement aux services essentiels. Ce qui veut dire que concrètement, si vous avez fait des analyses de risque sur vos systèmes d'information essentiels parce que vous étiez déjà éligible à NIS 1, très bien, ça vous pouvez le garder, vous pouvez capitaliser sur ces analyses de risque, mais il faudra également faire une analyse de risque, évaluer les risques sur tous les autres systèmes. Et donc évidemment, ça va impliquer beaucoup de choses en termes d'industrialisation, puisque la quantité la quantité d'analyse, le travail, les efforts en termes d'évaluation de risque seront beaucoup plus grands. Donc il faudra évidemment aller plus vite et être plus efficace et donc industrialiser les analyses de risque notamment. Et puis le dernier point, c'est qu'évidemment on pourra également suivre l'ensemble de ces exigences. Alors là, je l'ai mis au travers de la plateforme, hein. Évidemment, c'est un point important. Donc voilà pour la partie analyse et management des risques cyber dans NIS 2 et qu'est-ce que ça change par rapport à NIS 1 surtout. Voilà. À toi, Bénédicte. Alors, en ce qui concerne les sanctions et la supervision, donc les sanctions sont renforcées également dans NIS 2 par rapport à NIS 1. Il y a des sanctions donc, qui vont s'appliquer sur toutes les mesures de sécurité, ce qui inclut aussi l'analyse de risque. Donc, en cas de non-respect des mesures de sécurité, la directive NIS 2 prévoit des sanctions financières qui sont relativement élevées. Donc, pour les entités essentielles, ce sera à minima 2% du chiffre d'affaires mondial ou alors 10 millions d'euros. Le chiffre le plus élevé sera retenu. Donc, ce n'est pas à l'entité de choisir si elle préfère que ce soit 2% de son chiffre d'affaires ou 10 millions d'euros. Ipso facto, le régulateur va décider quel sera le montant le plus élevé. De la même manière, pour les entités importantes, ce sera à minima 1,7% du chiffre d'affaires mondial ou alors 7 millions d'euros, là aussi le chiffre le plus élevé étant retenu. Donc, NIS 2 renforce également les pouvoirs de supervision des autorités nationales compétentes, qu'on appellera les ANC. Donc, avec la possibilité de contrôler sur place ou à distance les entités, d'effectuer des scans automatisés, avec des pouvoirs d'injonction, possibilité de suspendre ou de retirer une certification, la possibilité d'ôter les responsabilités liées à la gestion des risques au cyber aux responsables d'une entité. Donc, ça va potentiellement très très loin. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'en France, vraisemblablement, l'autorité qui sera donc autorité nationale compétente sera l'ANSSI. Il y aura deux types de supervision, ce qu'on appelle une supervision ex ante pour les entités essentielles, c'est-à-dire que le régulateur, donc l'ANSSI, pourra venir contrôler l'entité quand elle le souhaite. Et pour les entités importantes, ce qu'on appelle une supervision ex post, le régulateur pourra venir contrôler l'entité uniquement s'il a connaissance d'une non-conformité par rapport au respect des obligations de sécurité.
Et donc maintenant, on va voir un petit peu le, on va dire le calendrier de Nice 2, si on peut dire ça, le planning projet. Donc il y a 4 étapes importantes. La première, c'est la publication qui a déjà eu lieu le 9 décembre 2022, donc fin d'année dernière. Mais la publication de la directive est européenne et ensuite, la deuxième étape importante, c'est justement sa transposition au niveau national. Alors, je parle sous contrôle de Bénédicte parce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette notion-là. Donc, la transposition au niveau national, donc concrètement, ça va être décliné, en fait, cette directive dans chaque pays. Donc, évidemment, en France, il y aura une déclinaison sous la forme d'un arrêté, peut-être. Voilà. Donc une déclinaison de Nice, mais spécifique à, de Nice 2, spécifique à la France. Et il y a une deadline pour cette transposition qui est octobre 2024. Ça peut être fait avant, c'est une deadline, mais en tout cas, ça ne peut pas être fait après, évidemment. À partir de ce moment-là, cette transposition va déclencher l'opposabilité des États membres. Donc là, en l'occurrence, pour la France, il y aura une certaine opposabilité, c'est-à-dire que une fois que le texte est transposé, il est directement, entre guillemets, applicable. Il est applicable aux entreprises concernées. Donc, qui débutera évidemment à partir de cette transposition. Et suite à ça, évidemment, il y aura l'applicabilité aux entreprises qui va évidemment dépendre de la transposition de cette directive, la transposition nationale. Et on verra justement que dans entre les différentes étapes, il y aura des délais et il y aura notamment une transition, ça c'est très important, hein, entre la publication nationale, la déclinaison nationale, donc dans notre cas, on va dire de l'arrêté français sur le Nice 2, et la responsabilité, hein, je crois, des entreprises vis-à-vis de cette déclinaison-là. Donc simplement, si Orphélia, tu peux nous mettre la petite animation qu'on avait préparée en termes de date projet, on voit un petit peu ici comment ça va se décliner. Alors, la première chose, c'est la publication qui a déjà eu lieu, donc ça, on ne va pas y revenir, hein, c'était en fin d'année dernière. Ensuite, on aura une période de transposition, donc là, c'est la France qui devra travailler pour faire cette transposition de la directive. Une fois que la transposition sera faite, on aura une opposabilité donc de la déclinaison de la directive au niveau de la France. Et une fois cette opposabilité faite, là, il y aura une période de transition. Donc, c'est la fameuse période. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de date précise, mais on peut estimer que ce sera sur, en tout cas, au moins à partir de 2024 et de la transposition, jusqu'à probablement un délai que l'ANSSI, sûrement l'ANSSI va fixer aux entreprises où elles seront, si je ne dis pas de bêtises, pénalement responsables. Mmh. Donc voilà pour l'agenda. Et puis, du coup, je vous propose peut-être de faire une petite conclusion. Je ne sais pas si tu avais… Mini-conclusion. Donc, comme vous l'avez vu, il y a des obligations qui sont renforcées. Donc, qui dit obligation renforcée dit nouvelles mesures. Bon, ce qui va impliquer pour les entités, et elles seront beaucoup plus nombreuses, hein, comme on l'a vu, donc de mettre en œuvre ces nouvelles mesures. Donc, derrière, il y a un coût financier, il y a également un coût humain. Mais ce qu'il faut considérer, ce qu'il faut essayer de viser, c'est de se dire que finalement, cette directive, c'est avant tout une opportunité plus qu'une contrainte. Donc, une opportunité de renforcer son niveau de cybersécurité afin de diminuer les incidents. Et certes, donc, il y aura des coûts qui seront associés, mais ces coûts seront toujours moindres par rapport à un incident de cybersécurité. Peut-être la place maintenant à des questions et des réponses, si Orphélia a déjà enregistré quelques questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions et réponses. Nous avons une première question de monsieur Nabaptiste qui pose la question suivante. Êtes-vous en mesure de nous donner les détails des administrations publiques concernées, c'est-à-dire collectivités, territoriales, ministères ou régions? Donner un petit exemple. Voilà, par exemple, une mairie qui gère de l'eau potable et des déchets. Est-ce que cette directive s'applique chez elle?
Alors, je vais répondre à la question. La directive, donc il faut peut-être revoir un petit peu le concept d'une directive. Une directive, c'est un texte qui va fixer des grands objectifs. Et ensuite, il y a une transposition, c'est-à-dire que les États membres vont devoir adapter ce texte européen pour en faire quelque chose dans leur propre législation en prenant des actes législatifs, donc des lois, des décrets, des arrêtés ou autres. Donc, la directive NIS 2 fixe les grands objectifs pour les administrations nationales, sans toutefois préciser, tout à fait indiqué à juste titre, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme administration nationale. Eh bien, ça sera à chaque État membre de définir ce qu'elle comprend, ce qu'elle entend par une administration nationale et si elle souhaite ou non faire entrer les collectivités territoriales. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, selon notre connaissance qu'on peut avoir actuellement, c'est que oui, les collectivités territoriales devraient rentrer dans le champ d'application de la directive NIS 2, mais encore une fois, on n'est pas dans les petits papiers du législateur pour la transposition au niveau français. Très bien. On a une deuxième question de M. Il semblerait que le secteur défense ne soit pas concerné, sauf pour les prestataires de confiance. Est-ce que vous pouvez nous faire donner votre avis dessus? Alors, le secteur défense n'est effectivement pas concerné. De toute façon, très traditionnelle, il y a toujours des secteurs qui sont très étatiques, on va dire, et donc très souverains. Et l'Union européenne, généralement, ne met pas les pieds dedans. La défense en fait partie, le secteur judiciaire en fait également partie. Donc, oui, pour ces secteurs-là, normalement, il y a une organisation spécifique qui est prévue par la France et la directive ne s'appliquera pas au secteur de la défense. Néanmoins, pour des entités qui travaillent dans le secteur de la défense, on pense tous à certains grands noms, je ne vais pas les citer là en live, mais il y a certains secteurs privés qui travaillent dans le domaine de la défense sans pour autant faire partie du MINARM, disons concrètement les choses, et là la directive s'appliquera effectivement à ces prestataires. Merci Bénédicte. Une autre question, est-ce que la directive NIS 2 s'applique au secteur financier? Alors là, pour le secteur financier, c'est quelque chose de particulier. Il y a certains secteurs d'activité qui sont qui sont particulièrement critiques et qui peuvent être soumis déjà à d'autres types de législation liées à la cybersécurité. Et elles vont parfois venir soit compléter, soit remplacer la directive NIS 2 au nom du principe juridique de la lex specialis, c'est-à-dire quand il y a un texte juridique plus spécifique, celui-ci va s'appliquer par rapport au cadre généraliste. Donc on a vu que la directive NIS 2, c'est quand même un cadre très généraliste, et pour le secteur financier, il y a déjà un règlement européen qui vise potentiellement, qui vise particulièrement ce secteur, donc c'est le règlement DORA. C'est un règlement en plus, donc petit aparté, le règlement, contrairement à la directive, est d'applicabilité directe. Autrement dit, le texte de référence au niveau français, c'est le règlement en tant que tel, alors que pour la directive NIS 2, le texte de référence, ce ne sera pas la directive NIS 2 une fois que les actes de transposition ont été pris, ça sera, donc, comme on l'a dit, les décrets, les arrêtés, les lois, etc. Mais par contre, pour le secteur financier, c'est DORA qui s'applique. Mais DORA comprend déjà des mesures qu'on retrouve aussi dans NIS 2, notamment sur l'analyse de risque. Donc, l'analyse de risque pour le secteur financier sera également une obligation, mais non pas via NIS 2, mais via le règlement européen DORA. Pour d'autres secteurs, par exemple l'énergie et le transport, là, la directive NIS va s'appliquer et viendra en complément de textes européens qui existent déjà. Merci Bénédicte. Une autre question pour répondre à M. Martin. Allez-vous proposer la norme NIS 2 et les mesures dans la bibliothèque EG Risk Manager? Alors, cette question est pour moi. Alors oui, effectivement, comme on avait proposé, alors pour être précis, l'arrêté qui sera lié à NIS 2, si c'est un arrêté, si c'est autre chose, une réglementation, un décret, etc., on verra bien. Mais oui, on va proposer la déclinaison au niveau français, en tout cas déjà dans un premier temps, de NIS 2. Ça ne fait pas forcément de sens aujourd'hui de proposer la bibliothèque NIS 2 en tant que telle dans la solution, dans le sens où ne sera intéressant pour les entreprises que sa déclinaison au niveau national. Donc, on intégrera évidemment cette déclinaison nationale de la même manière qu'on l'avait fait pour NIS 1, qui est déjà présent sur nos bibliothèques
sur MyEgérie notamment, pour ceux qui connaissent nos solutions. On le fera également, évidemment, pour NIS 2, avec un focus alors très important, c'est que l'objectif, évidemment, c'est de vous proposer cette bibliothèque-là, mais également de proposer des modèles, un modèle associé à cette exigence, à ces exigences, parce que potentiellement, il y aura également besoin de contextualisation sectorielle, etc. Ce qu'on propose déjà aujourd'hui avec des modèles de type bancaire ou cloud. Donc voilà. Donc la réponse est oui. Et en tout cas, dès que celle-ci sera disponible. Merci Simon. Une question pour répondre à Monsieur Nab. La conformité à la 27001 permet-elle la conformité à NIS 2? Le fait d'avoir d'être certifié ISO 27001 permet-elle la conformité? Alors, pas tout à fait. Ce serait intéressant pour tous les acteurs 27001, bien sûr, mais non. Non, parce qu'évidemment, il y a des exigences qui ne se recoupent pas. Donc voilà, la conformité 27001 ne suffit pas à être conforme à NIS 2. D'ailleurs, il faudra évidemment attendre aussi la déclinaison française avant d'avoir tous les détails, mais les obligations sont différentes. Donc différentes, et je dirais même qu'elles vont plus loin de mémoire chez NIS 2. Oui, elles vont plus loin. Sachant que, comme on l'a dit, c'est un séminaire qui avait pour objectif de vous présenter rapidement qu'est-ce que NIS 2 et avec un petit focus sur l'analyse de risque, mais il y a d'autres obligations. ISO 27001 en tant que tel ne peut pas permettre de répondre à toutes les obligations de NIS 2, c'est totalement impossible. ISO 27001 couvre plutôt bien la partie analyse de risque, on va dire ça comme ça, où on y retrouve la politique d'analyse de risque, la validation, etc. Mais ne permettra pas de couvrir, et même de mémoire, même sur la partie analyse de risque, je ne pense pas que la totalité des systèmes soit concernée dans l'ISO 27001. Donc, de la même manière que généralement des 27001, on peut l'être sur un périmètre en particulier. Là, comme NIS 2 s'étend à tous les systèmes d'information, c'est vraiment important de comprendre que la directive NIS 2 va beaucoup plus loin que l'ISO 27001. Merci à tous les deux. Et concrètement, quel va être l'impact de NIS 2 si j'ai déjà appliqué NIS 1? Donc, voilà, au niveau des micros, oui. Alors sur cette question, j'en ai un petit peu parlé pendant la présentation sur la partie analyse de risque. Alors, on va dire que il y a deux cas de figure. Déjà, il y a ceux qui n'étaient pas éligibles dans NIS 1. Donc forcément pour eux, qu'est-ce que ça va changer? Une nouvelle réglementation, donc des nouvelles exigences à mettre en œuvre, avec un focus très important sur la partie pilotage. Donc que ça soit pour la partie risque qui nous concerne aujourd'hui, mais pour d'autres choses également. Donc vraiment mettre en place toutes les entreprises qui n'étaient pas éligibles à NIS 1, qui seront éligibles à NIS 2, vont devoir mettre en place un management de la sécurité qui soit beaucoup plus performant et en phase avec la réglementation. Et puis le deuxième point, c'est que pour ceux qui étaient déjà donc éligibles à NIS 1, ce qui va changer déjà, c'est le périmètre d'applicabilité de la réglementation, puisque ne seront plus soumis, on va dire, qu'un certain nombre de systèmes d'information qui étaient appelés les systèmes d'information essentiels. De mémoire, je crois que tu m'avais dit, Bénédicte, que ça avait été supprimé d'ailleurs, cette notion de système d'information essentiel. Oui. Donc, ça va s'étendre à tout le périmètre du système d'information au global de l'entreprise, ce qui du coup va représenter évidemment une couverture beaucoup plus large des exigences dans l'entreprise. Et donc, finalement, les différentes exigences qui avaient été appliquées sur un périmètre très restreint de systèmes d'information essentiels va devoir s'appliquer à tous les systèmes d'information de l'entreprise. Et il y a également des notions, des exigences supplémentaires, comme notamment, on en parlait, les exigences liées à l'analyse de risque, les articles 20 et 21 de mémoire. Donc, plus d'exigences et sur un plus grand périmètre et sur un plus grand nombre d'entreprises, pour résumer. Si je peux
peux compléter aussi. Bien Donc, la Commission européenne, en préparant Nice 2, a réalisé ce qu'on appelle une étude d'impact. C'était prévu dans le cadre de Nice 1 et c'est obligatoire. Et dans le cadre de cette étude d'impact, la Commission européenne avait aussi anticipé quels seraient les coûts associés pour les entreprises si on ajoutait des nouvelles obligations. Et elle avait estimé que pour les entreprises qui étaient déjà couvertes par Nice 1, il y aurait un coût supplémentaire associé de 12%. Versus les entreprises qui ne sont pas actuellement couvertes par Nice 1, mais qui seront couvertes par Nice 2, le coût associé sera de 22%. Merci. On va terminer une dernière question. Est-ce que vous pouvez rapidement rappeler comment est-ce que Géry peut aider à se conformer à Nice 2? C'est une bonne question. Alors, concrètement, il y a deux principaux aspects, on va dire, justement sur comment Géry va aider la conformité à Nice 2. Le premier point, c'est l'analyse, le pilotage des risques cyber. Pourquoi? Parce que dans Nice 2, vous allez avoir une obligation finalement d'analyse de risque, donc politique d'analyse de risque, plus ensuite évaluation des risques sur l'ensemble des systèmes d'information. Ce qui va nécessairement amener à avoir en tout cas pour les entreprises conséquentes, on va dire avec un grand volume de systèmes d'information, qui va forcément amener à un grand volume d'analyse de risque et donc à une obligation d'industrialiser l'analyse de risque. Et c'est là que va intervenir Egeri, puisque Egeri propose une solution qui permet de faire de l'analyse de risque, hein, pas seulement, mais qui permet de faire de l'analyse de risque et qui permet surtout d'industrialiser ce processus d'analyse de risque. Donc avec, on appelle ça souvent, par exemple, dans les entreprises, il y a des processus comme l'intégration de la sécurité dans les projets qui permet de faire des analyses de risque sur tous les nouveaux systèmes d'information afin d'avoir une validation d'un organe de direction. On appelle une autorité de validation, une autorité d'homologation dans certains contextes. Et c'est là où Egeri va proposer une plateforme qui permettra d'industrialiser ces analyses de risque sur les systèmes d'information, donc au travers de différents modules. Hein. On a la notion on a des modèles possibles, des bibliothèques, on en a parlé. Donc évidemment, tous ces éléments-là vont aider à cette industrialisation-là, mais également avec un deuxième aspect très important en termes de fonctionnalité de la solution, c'est le côté collaboratif, puisque forcément, l'ensemble de ces obligations d'analyse de risque vont forcer également à inclure les différents acteurs de l'entreprise, donc les autorités de validation, donc les organes de direction, mais également les risques analystes, jusqu'aux personnes qui vont gérer les systèmes d'information en eux-mêmes. Et donc, la plateforme Egeri va vraiment proposer un processus d'industrialisation de ces analyses de risque pour répondre aux articles 20 et 21 de la directive. Et il y a un deuxième aspect très important dans la solution qui va également vous aider, c'est lié aussi à une question d'une des personnes, d'un des participants, c'est qu'on peut également avoir une approche par conformité dans la solution et donc y intégrer directement la réglementation, donc avec les différentes exigences et les suivre. Donc, on va concrètement intégrer les exigences de Nice 2, de l'arrêté, qui sera la déclinaison de Nice 2 au point de vue français. On va rentrer son système d'information et on va voir quelles sont les différentes exigences qui sont remplies ou non, donc suivre tout simplement sa conformité par rapport à Nice 2. L'analyse de risque, l'industrialisation de l'analyse de risque et le suivi de la conformité à Nice 2 en lui-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces questions. Je laisse conclure. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour vos différentes interactions, votre intérêt. Évidemment, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page web ou à nous envoyer un mail à l'adresse contact@egeri.eu. On vous remercie chaleureusement en tout cas pour cette participation. Je remercie tout particulièrement Bénédicte et Orphélia pour votre intervention et on vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Merci à toutes et à tous, à très bientôt.